Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 119. Et dans cette chronique, je vais essayer de m'interroger concernant quel avenir pour notre démocratie, pour notre système de vie, bref, pour notre vivre ensemble, pour notre organisation. Donc, bien entendu, ce n'est qu'une réflexion. Je dirais que cette réflexion est muée par une stratégie qui repose d'abord sur les leçons du passé. Alors, bien entendu, je prends en compte les différents mouvements, le mouvement socialiste qui s'est divisé sur la place à réserver à l'État, ce qu'on a appelé l'économie marxiste, le plan, ou au marché dans la société future, dans le cadre du libéralisme. Alors l'histoire du XXe siècle a tranché. Il faudra faire avec les deux, bien entendu. Aujourd'hui, nous avons une partie du monde, grande partie du monde, voire la plupart, la grande partie du monde, soyons honnêtes, qui est libérale et qui applique plus ou moins un capitalisme. Tout dépend après. Le capitalisme fait bien la différence entre le capitalisme de l'artisan et le capitalisme de l'hyperclasse ou, je dirais, de l'oligarchie. Mais nous avons aussi effectivement une volonté, pour le cas d'espèce les gilets jaunes, d'avoir une société, alors peut-être maladroitement, les choses se font un peu difficilement, mais une société un petit peu d'autogestion, refusant un leader ou refusant une structure. Toujours est-il, c'est une réflexion, puisque de toute manière je ne lis pas dans la mare de café, je ne prédis pas l'avenir, hein, que la Providence me garde bien de le faire. Alors, bien entendu, il faut être honnête, contrairement au credo néolibéral, l'État, je dirais, est un instrument clé de toute régulation économique et sociale. La preuve en est, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens réclament ceux qui sont à la tête de l'État puissent garantir un minimum social et vital. Et donc, le néolibéralisme, tel que l'on peut le voir aujourd'hui, réellement existant, fait d'ailleurs un usage immodéré, et de leurs alliés. Quand je dis un usage immodéré, un usage de l'État également, puisqu'ils sont à la tête de cet outil. Et donc, bien entendu, cette intervention étatique au profit des élites financières, et je dirais même de leurs alliés, je dirais, mais on ne peut plus, dans ce cas d'espèce, faire de l'État le vecteur principal d'une stratégie de transformation sociale. Puisqu'aujourd'hui, ce même État n'est plus, je dirais, dans la conception proudhonienne, ou même la conception, je dirais, marxiste, ou même gaullienne, pour ce qu'il en est de notre pays. Maintenant, effectivement, même si on ne peut plus déterminer que l'État serait le seul outil principal d'une forme, je dirais, aguerrie de moyens de changer la société, la verticalité du pouvoir, la logique de délégation sont porteuses de démobilisation populaire. Je dirais même de dépolitisation, comme on peut le voir aujourd'hui, même, n'ayons pas peur de le dire, de dérive autoritaire, voire bureaucratique. Ce qui est assez étonnant, c'est que le reproche qui avait été fait à l'Union soviétique est aujourd'hui des éléments, je dirais, importants que nous pouvons constater dans des sociétés, je dirais, capitalistes. Alors, bien entendu, on ne peut pas non plus chercher à réaliser la coordination économique par, je dirais, la seule vertu d'un plan même, soyons précis, un plan démocratique, qui soit
je dirais, centralisée ou décentralisée, l'élimination du marché, il faut être honnête, aurait un coût, je dirais, insurmontable. Bien entendu, dans un premier cas, ce serait un coût financier qui aurait pour, je dirais, pour conséquence une déstabilisation complète, mais également politique. Dans le, je dirais, dans le premier cas, formationnel, et dans le second, réel. Alors, comment essayer d'appréhender une nouvelle doxa de transformation où l'État est désormais aujourd'hui un problème pour la participation démocratique, puisque n'étant plus à même, dans sa réalité, dans sa composante actuelle, de trouver une solution, il faut être honnête, hein. Autant qu'une solution, le marché, lui, est une solution pour la coordination économique, autant qu'un problème. Alors, euh, essayons d'être le plus objectif et ne pas rentrer dans les méandres, je dirais, partisianistes, un certain militantisme utopique. Si l'ère de l'étatisme s'est terminée en 1989 avec la chute du mur de Berlin, ben, ma foi, le libéralisme doit encore être dépassé. Les acquis du libéralisme politique, donc les droits civils et politiques, je dirais, doivent bien sûr être préservés et renforcés. Ce serait stupide de vouloir un État sans aucune loi où ce serait la raison du plus fort. Même je dirais, les fondateurs, les pères fondateurs du libéralisme, comme Ricardo ou Adam Smith, s'opposaient effectivement à une libéralité totale. Ils considéraient qu'effectivement, il fallait quand même garder la main sur les nations, avec des structures de protection et de garantie. Alors, ce que nous pouvons constater aujourd'hui, ce qui est une situation complètement différente, ils ont été largement vidés de leur substance par contrôle, je dirais, des hautes sphères et par leur vision du libéralisme économique, qui n'est absolument pas la vision des pères fondateurs, et qui a, ma foi, ouvert, je dirais, la voie à une concentration sans précédent d'accumulation de richesses et de pouvoir, un peu comme ce qu'on pouvait reprocher dans certains pays du tiers-monde dans les années 70. L'excite, par exemple, Sese Mobutu. C'est étonnant, c'est qu'effectivement, ils en ont exactement les mêmes saveurs, dans ce que je peux appeler un pouvoir illimité. C'est ce que nous pouvons essayer de traduire par des formes de liberté négative. Protection contre la violence étatique ou privée, par exemple, sont précieuses, mais elles ne pourront s'accomplir, je dirais, réellement que complétées par des libertés positives, le droit, dans un premier lieu, je dirais, dans un premier temps, pardon, d'agir et de participer effectivement pour l'ensemble de la population, avec, je dirais, la concentration croissante du capital et du pouvoir. N'oublions pas que la liberté sans l'égalité a fini par se réduire à la liberté des privilèges. Vous voyez, les droits de l'homme sont devenus les droits des autres, ou les droits du commerçant, ou les droits des privilégiés, ou les droits des minorités. Bref, aujourd'hui, nous pouvons considérer que le droit de la majorité n'existe peu ou prou. Vous voyez, tout dépend comment se dessine ou se définit la conception des droits de l'homme. Par exemple, pour certains, la démocratie, c'est la protection des minorités. Pour d'autres, c'est le suffrage universel. C'est la garantie de la volonté de l'ensemble de la population. Donc vous voyez, même déjà le concept est flou, et chacun y apporte sa vision personnelle, voire même son explication et son interprétation. Alors, avec la concentration croissante du capital et du pouvoir, la liberté sans l'égalité a fini par se réduire, je dirais, à la liberté des privilèges, ou à la liberté, je dirais, du plus fort.
soyons honnêtes, en étant le plus objectif possible, le capitalisme aujourd'hui tel qu'il se définit, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé, est devenu antinomique de la participation démocratique. C'est un fait que nous pouvons constater. Et c'est désormais la visée, je dirais, de l'égalité, comme le prétendait également Étienne Balibar, qui doit guider tout projet, je dirais, transformateur. Méditons les erreurs qui ont été commises dans les pays capitalistes, et Dieu combien elles sont encore éparses, puis c'est existentiel, et les erreurs commises, bien entendu, dans les pays socialistes. Alors développer les libertés positives dans la sphère économique, tel était le critère qui nous a guidés, en passant, je dirais, en revue, on s'inscrit un petit peu dans une lecture historique des grands enjeux des luttes des classes, jusqu'à ce qu'on peut considérer aujourd'hui de l'hyperclasse et de la classe moyenne et d'une classe de plus en plus pauvre, et une classe moyenne qui supporte énormément le coût. Donc, ces luttes qui s'inscrivent dans une tradition, je dirais, multiséculaire, réfutent le fatalisme qui inspire nombre de penseurs de la modernité. Max Weber, par exemple, ou Hannah Arendt en ont fait état. Et plus, je dirais, plus près de nous, Jürgen Habermas, ou même, je dirais, André Gorz. Alors pour ces auteurs, la sphère économique et l'échange ne peut être régulé que dans un espace public, en surplomb protégé et séparé du reste de la société. J'irai même plus loin. Le système économique est inéluctablement gouverné par une logique instrumentale que rien ne peut contester de l'intérieur. Pour nous, par exemple, au contraire, la démocratie ne pourra se régénérer qu'en faisant irruption au cœur de l'économie. La réflexion théorique, comme les faits, montre qu'on ne peut pas couper les individus en deux. D'un côté, un salarié soumis à l'autorité despotique d'une certaine forme de technicité et du capital dans la production, et de l'autre, un citoyen autonome et engagé. La contamination est inévitable entre l'économique et le politique. Je dirais même que, à contrario du passé, l'économique est adjacent au politique, et le politique est subordonné à l'économique. Et mieux vaut qu'elle soit démocratique, soyons honnêtes, qu'autoritaire. Quand un régime devient autoritaire, c'est qu'il fait face à des problèmes qu'il n'est pas enclin de pouvoir non seulement mesurer, mais, je dirais, régler. Alors c'est le fondement du pari de la démocratie économique participative, une sorte de loi d'airain de l'oligarchie, qui affirme que la participation populaire s'étiole nécessairement et peut être invalidée si les individus sont insérés dans des institutions cohérentes qui stimulent constamment leur participation, tout comme par exemple les institutions capitalistes stimulent leur passivité. Alors, soyons honnêtes, plutôt que de miser sur le rôle émancipateur de l'État à la manière léniniste ou social-démocrate, ou de l'individu à la mode libérale, la démocratie participative parie sur les initiatives de résistance et d'auto-organisation populaire, je dirais même de prise en charge ou de mettre en place d'organisations permettant à l'individu de se réaliser et de prendre conscience qu'il appartient à une structure et dont cette structure est vitale aussi bien pour lui que pour les autres, et dont effectivement l'intervention publique dans cette optique demeure essentielle à condition bien entendu, je dirais, qu'elle renforce et relaie ces initiatives de la société civile sans bien entendu les confisquer. Alors, me direz-vous, il faut bien sûr que garder de subordonner le politique au mouvement social. Le politique doit rester un lieu, je dirais, comme l'agora grecque, un lieu de confrontation et d'arbitrage
entre les intérêts et les aspirations forcément divers qui émanent des groupes et des mouvements sociaux. Alors il y a bien entendu, je dirais, une spécificité de l'instance politique, lieu de, je dirais, de construction de l'intérêt général. Même, n'ayons pas peur de le dire, la démocratie participative ne peut se substituer à la démocratie représentative. Mais les représentants du peuple devraient constamment chercher à renforcer et à faire monter, je dirais en généralité, l'activité populaire, permettre à une partie des masses de s'éduquer, de prendre conscience de ses intérêts, d'apprécier, je dirais, le pays dans lequel il se trouve et finalement d'avoir une cohésion. Bien entendu, l'activité populaire doit s'appuyer, de façon sûre, réelle, et à stimuler, je dirais, la mobilisation et la participation démocratique de la population. Bref, une certaine forme d'autogestion politique et économique, mais redéfinie en empruntant effectivement certaines réussites dans les, je dirais, les deux camps. Alors la démocratie participative est la stratégie politique globale, cohérente, avec une certaine forme, je dirais, d'égalité. Égalité, ça veut dire que je considère que nous devons faire en sorte que la liberté est quelque chose de précieux, et l'égalité dans la mesure où effectivement l'individu est à la hauteur de cette liberté exprimée. Ainsi, je dirais même que dans la sphère économique, deux mouvements me semblent, je dirais, décisifs. Les résistances contre l'emprise des transnationales et leur relais politique, bref, l'émergence d'une économie solidaire, exprimant l'aspiration populaire à une certaine forme d'autogestion, je dirais, revisiter, reconsidérer, voire même réactualiser. Bien entendu, le droit à l'information et au contrôle, droit à l'initiative collective et solidaire, le mouvement social est à la recherche, on le voit aujourd'hui, on le constate avec les Gilets jaunes, est à la recherche de droits nouveaux, susceptibles de contrebalancer finalement, comme une sorte de contre-pouvoir, et d'affaiblir automatiquement le pouvoir du capital et d'accroître l'autonomie populaire. Bien entendu, tout cela ne se fera pas dans l'immédiat. Petit à petit, ce sera, comme d'habitude, l'organisation de luttes, euh, l'expérience, et dans ces luttes, les acteurs sociaux se heurtent bien entendu aux droits de propriété capitaliste. Alors les actionnaires, bien entendu, il ne faut pas se leurrer, hein, exigent la liberté de circulation et d'investissement de leurs capitaux, donc le devoir de prélever une fraction croissante des fruits de l'activité commune. Ils poussent les privatisations et les déréglementations, voire même refusent les contrôles, les taxes et les règles d'intérêt public. Les élites financières et étatiques étroitement liées, n'ayons pas peur de le dire, nous l'avons constaté encore ces derniers temps, cherchent à préserver, voire même à approfondir leur domination en cooptant certains acteurs du mouvement social et en soumettant la société à la stratégie de la tension sécuritaire. Je ne nie pas qu'il n'y a pas un problème sécuritaire. Ô combien il y a effectivement un problème sécuritaire. Mais je me méfie de tous ces petits pyromanes qui utilisent le phénomène sécuritaire en attisant, je dirais, l'antisécurité. Cela est un autre débat. Bon, donc il n'y a pas d'autre réponse pour le mouvement social que d'approfondir les exigences de démocratie dans tous les domaines, y compris l'économie. Et c'est pourquoi j'essaye, dans ce cas d'espèce, je dirais, d'argumenter en faveur d'une certaine forme d'appropriation sociale des principes, des moyens de production et de la définition démocratique des propriétés, ou je dirais même des priorités d'investissement, c'est-à-dire une forme de projet socialiste décapé, rénové, réactualisé. À mon sens, le socialisme me semble plus que jamais actuel et nécessaire pour satisfaire les aspirations exprimées par les différents mouvements qui aujourd'hui n'ont pas de coloration politique si ce n'est qu'une alternative sociale.
et refouler la marchandisation et généraliser la démocratie. C'est finalement, au fond, ça qui est, à mon sens, le plus important. Ceci est une idée qui est à creuser, je ferai d'autres travaux concernant ce domaine, d'une certaine forme d'autogestion nationale. Je pense que l'idée est intéressante, et ma foi, je vais arrêter là cette chronique 119 parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une forme d'interrogation sur un système que, aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, essaye de soulever par, je dirais, le côté hétéroclite des différents individus présents chez les Gilets jaunes. Et ma foi, cela me fait réfléchir à effectivement une sorte de société qui retournerait à plus de démocratie. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.